Donc c'est parti pour le corrigé du deuxième exercice. Donc un corrigé qui, comme le premier, va se faire exercice par exercice. Je vais commencer par l'exercice 1. Un exercice donc qui est un assemblage de plein de questions qui portent sur des parties différentes de ce qu'il faut savoir et quelque chose que j'estime être des applications directes du cours. Donc tout ce qu'il y a dans cet exercice 1 doit être fait finalement assez facilement et assez rapidement sans qu'il ne doive y avoir besoin de trop de réflexion. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas y en avoir du tout, mais en tout cas, voilà, vous ne devez pas normalement passer énormément de temps à réfléchir sur chacune des questions. Commençons par la première. Donc, on nous dit qu'il y a deux fonctions f et g dont on nous donne les expressions. Donc f est défini par f de x égale 2x moins 3 et g par g de x égale x cube moins 1. On nous demande d'abord de déterminer l'expression de f rond g. Vous remarquez que f et g sont définis sur R, on nous le dit dans l'énoncé. Donc je commence par me donner un réel x, et je vais écrire que f rond g de x, c'est f de g de x. Comment est-ce que je fais ce calcul? Eh bien, c'est relativement simple. Je prends mon expression de f, et dans l'expression de f, je vais remplacer, je vais substituer x par g de x. Donc ici, j'aurai deux fois x que je remplace par g de x, moins 3, c'est-à-dire 2 fois x cube moins 1 moins 3, c'est-à-dire 2x cube moins 2 moins 3, donc 2x cube moins 5. Et donc finalement, pour tout x appartenant à R, f rond g de x égale 2x cube moins 5. Voilà pour la première question. Pas de difficulté majeure dès lors qu'on sait ce que c'est que la composée de deux fonctions. Deuxième question 1b, je devrais plutôt dire. Soit a et b deux réels, on nous demande de démontrer une nouvelle identité remarquable, de démontrer que a plus b le tout au cube, c'est a cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube. Donc je commence par me donner un couple de réels. Et il va falloir que je trouve un moyen de calculer a plus b au cube. Qu'est-ce que c'est qu'un cube? Eh bien, c'est de dire que c'est a plus b multiplié par a plus b au carré. Bien que je développe mon cube. A plus b, c'est a plus b, ça ne me pose pas de problème. A plus b le tout au carré, c'est une identité remarquable. C'est a carré plus 2ab plus b carré. Si vous ne vous souvenez pas de cette identité remarquable, vous développez a plus b facteur de a plus b. Et à partir de là, on va distribuer. Donc a multiplié par a au carré, a au cube, a multiplié par 2ab, 2a carré b, a multiplié par b, ab carré, plus ba carré, plus 2ab carré. Alors attention, quand j'écris ça, j'ai pas mis de parenthèse, donc ici le carré ne porte que sur le b. De même qu'ici le carré ne porte que sur le b, ici le carré ne porte que sur le a. Plus b multiplié par b au carré, ce qui nous fait b au cube. Et donc, si je regarde bien, donc j'ai a au cube, les a carré b, j'en ai deux ici, et j'en ai encore un ici, puisque le produit il est commutatif, vous savez depuis l'école primaire, que vous pouvez faire le produit dans le sens que vous voulez. b a carré, c'est la même chose que a carré b, donc on en a deux ici et encore un là, ce qui nous en fait 3. Évidemment, pour les ab carré, même chose, j'en ai un ici et encore deux là, ce qui va me faire 2 ab carré, non pas 2, mais j'en ai 1 plus 2, ça m'en fait 3. Et puis, j'ai mon b au cube. Conclusion de tout ça. Pour tout couple de réels a et b, eh bien a plus b, le tout au cube, c'est a cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube. Pour le moment, c'est la seule façon que l'on ait à notre disposition pour développer ce genre d'identité remarquable. Très vite, on va avoir un autre moyen de faire, basé sur des coefficients binomiaux, mais on verra ça plus tard. Question C, on nous demande cette fois de déterminer l'expression de g rond f. Même chose qu'à la première question. Je vais calculer g rond f de x.
Eh bien, pour faire ça, je dois prendre l'expression de g, et à chaque fois que je vais rencontrer un x, je vais remplacer par f de x. Donc j'aurai f de x, le tout au cube, moins 1, c'est-à-dire 2x moins 3, le tout au cube, moins 1. Et là, bien sûr, c'est de la forme a plus b le tout au carré, avec a qui est 2x, et b qui est moins 3. Donc j'aurai du a au cube, plus 3 fois a carré, multiplié par b, plus 3 fois a, multiplié par b au carré, plus b au cube, et j'oublie pas le moins 1 qui était celui-là. Je l'écris en petit ici pour ne pas refaire une ligne. J'ai plus qu'à développer, donc le cube, il se développe sur le 2 et sur le x, 2 au cube ça nous fait 8, x au cube, 3 fois, alors je commence par développer ça, donc ça va me faire 2 fois 2 au carré 4, x au carré, 4x carré, 4 fois 3, 12, 12 multiplié par moins 3, ça va me faire moins 36. Donc moins 36x carré. Ensuite, ici j'ai 2x, alors je devrais peut-être commencer par le carré, ici moins 3 au carré, ça me fait 9. 9 fois 2x, 18x. 18x multiplié par 3, donc 3 fois 18, 18 multiplié par 3, ça doit nous faire 54 si je ne dis pas de bêtises. Reste la dernière chose, alors évidemment c'est un peu mal écrit parce qu'on a l'impression qu'il y a une puissance moins 1 et une puissance 3, mais on se rappelle bien que le moins 1, c'est pas en puissance, c'est simplement que c'est mal écrit. Donc moins 3 au cube. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Le moins élevé au cube, ça nous fait moins, donc moins 27. Et puis j'ai encore le moins 1 qui est ici. Et donc finalement, ça nous fait 8x cube, moins 36x carré, plus 54x, moins 28. Et donc, on peut conclure en disant que pour tout réel x, eh bien, on a g rond f de x égale 8x cube moins 36x carré plus 54x moins 28. Et voilà pour la première question de cet exercice. Si on sait bien ce que c'est que la composée, il n'y a pas de souci. Deuxième question. Alors, comme on nous demande d'effectuer une division euclidienne, je vais aller direct une page après. Voilà. On me demande de diviser le polynôme x cube moins 3x carré plus 3x moins 4 par le polynôme moins x plus 2. Voilà. Donc, que me faut-il ? En x cube, combien de fois moins x ? Il faut que je multiplie ça par moins x au carré. Moins x au carré multiplié par moins x, ça me fait plus x cube. Moins x carré multiplié par 2, moins 2x carré. Et je vais soustraire. X cube moins x cube, il n'en reste pas, évidemment, on l'a fait exprès. Moins 3x carré, moins, donc plus 2x carré, ce qui va nous faire moins x carré. Plus 3x. Donc ici, pour faire moins x carré, il me faut moins x. Moins x multiplié par moins x, ça me fait moins x carré, ça me fait plus x carré, pardon. Donc ici, ça va être plus x. Faire attention. Voilà, donc c'était plus x. Plus x multiplié par moins x, ce qui me fait moins x carré. J'aurais pas dû effacer le moins, ça, il était bon. X multiplié par 2, 2x. Moins x carré plus x carré, il y en a plus, c'est fait exprès. 3x moins 2x, il nous reste x. Et derrière, j'ai moins 4. Et ici, il me faut moins 1. Moins 1 multiplié par moins x, ça nous fait x. Moins 1 multiplié par 2, moins 2. X moins x, 0. Moins 4 moins 2, moins 4 plus 2, ce qui nous fait moins 2. J'ai effectué ma division euclidienne, mais on se rappelle que ce qu'on attend, ça n'est pas juste le fait de poser cette potence, c'est d'écrire le résultat de la division euclidienne de la façon suivante. X cube moins 3x carré plus 3x plus 4 égale le quotient, donc moins x carré plus x moins 1, multiplié par le diviseur,
moins x plus 2, plus le reste, donc ici moins 2. En déduire les réels ABCD tels que pour tout x différent de 2, quelque chose qui ressemble à ce qu'on nous demande. Donc ici déjà, ce résultat intermédiaire, je vais l'encadrer. Et ensuite, je vais dire que je me donne un réel x différent de 2. X cube moins 3x carré plus 3x plus 4 divisé par, je crois que c'est moins x plus 2, voilà. Et bien ça va être égal à quoi? Ça va être égal à moins x carré plus x moins 1 moins 2 sur moins x plus 2. Si vous préférez, moins x plus 2, c'est de moins x. Donc ici, j'aurai moins x carré plus x moins 1 moins 2 divisé par 2 moins x. Donc finalement, on lit a égale moins 1, b égale 1, c égale moins 1, et il nous manque le d, qui vaut moins 2. Et voilà la réponse à la deuxième question. Finalement, il s'agissait presque exclusivement de savoir faire la division euclidienne et de lire des informations. Troisième question. On nous donne une fonction là aussi, la fonction f, qui à x associe 5x carré moins 3x plus 1 divisé par x cube moins x carré. Première question, très classique, première sous-question, déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. On va dire que on se donne un réel x. F est défini en ce réel x. Si et seulement si, eh bien, à la fois le numérateur et le dénominateur sont définis en x, mais ça ne posera pas de problème puisque ce sont des polynômes. Et le dénominateur doit être différent de 0. Donc si et seulement si 5x carré moins 3x plus 1 et le dénominateur qui est x cube moins x carré sont tous deux définis en x. Et le dénominateur x cube moins x carré est différent de 0. Comme je le disais, ce sont des polynômes, donc ils sont définis sur R. Or, donc, nos deux polynômes, x carré moins 3x plus 1 et x cube moins x carré, sont définis pour tout réel x. Maintenant, il faut savoir quand est-ce que x cube moins x carré égale 0. Donc, on va résoudre. X cube moins x carré égale 0. Ce qui revient à dire ici, je vais mettre x carré en facteur, que x carré facteur de x moins 1 égale 0. Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire x carré égale 0, ou alors x moins 1 égale 0, ce qui arrive si x égale 0 ou si x égale 1. Conclusion de tout ça, je ne dois prendre ni 0 ni 1, mais je peux prendre tous les autres réels. Ici, f est défini sur R étoile, donc pas 0, et pas non plus 1. Donc l'ensemble des f, c'est cet ensemble R étoile privé de 1. Si vous préférez, on peut noter ça aussi sous forme d'intervalle, moins l'infini 0 ouvert, union 0, 1 ouvert, union 1 plus l'infini, ou alors R privé de 0 et 1, au lieu de mettre un seul nombre dans l'ensemble, on en met deux. Trois notations possibles pour la même chose. Question B. On nous parle cette fois de méthode d'identification des coefficients, et on nous demande de déterminer trois réels ABC, tels que pour tout x appartenant à des f de x soit égal à a sur x plus b sur x carré plus c sur x moins 1. Même si on ne connaît pas des f, admettons qu'on n'ait pas réussi à faire la première question, c'est pas très grave. Ici j'écris soit x appartenant à des f. Qu'est-ce que c'est que ce a sur x plus b sur x carré plus c sur x moins 1? Je vais tout mettre au même dénominateur. Donc le premier, je vais le multiplier par x et par x moins 1. Le deuxième, je vais le multiplier par x moins 1. Et le troisième, je vais le multiplier par x carré.
Donc ici, j'aurai ax, x moins 1, sur x multiplié par x, donc x carré, facteur de x moins 1, plus b facteur de x moins 1, sur x carré, x moins 1, plus c, lui je le multiplie par x carré, sur x carré multiplié par x moins 1. Tout est au même dénominateur, donc je vais déjà commencer à développer. Donc je vais avoir ax carré moins ax plus bx moins b plus cx carré, le tout sur x carré facteur de x moins 1. Et maintenant, je vais regrouper mes termes au numérateur. Donc j'aurai a plus c multiplié par x carré plus b moins a multiplié par x moins b, le tout sur x carré multiplié par x moins 1. Et là aussi, je peux développer, si on veut être parfaitement rigolo, x cube moins x carré. Et je veux que cette chose-là soit égale à 5x carré moins 3x plus 1 divisé par x cube moins x carré. Or, deux fractions qui ont le même dénominateur sont égales si et seulement si elles ont le même numérateur. Donc si je veux cette égalité, ça oblige à ce que a plus c multiplié par x carré plus b moins a multiplié par x moins b soit égal à 5x carré moins 3x plus 1. Et maintenant, j'ai une égalité de polynôme. À partir du moment où j'ai une égalité de polynôme, je peux utiliser la méthode d'identification des coefficients. Par identification, eh bien on aura que a plus c, donc coefficient de x carré ici, doit être égal au coefficient de x carré ici, donc 5. Coefficient de x ici, donc b moins a, doit être égal au coefficient ici de x, c'est-à-dire moins 3. Et dernier coefficient, la constante, j'ai moins b dans le polynôme de gauche, j'ai 1 dans le polynôme de droite. Trois équations, trois inconnus. Je vais résoudre ce petit système. Bien sûr, la dernière équation me donne tout de suite b égale moins 1. La deuxième équation va me donner, si vous regardez, vous allez avoir a qui va être égal à b plus 3. b vaut moins 1 plus 3, ça vous fait 2. Et puis, c ici, ça sera 5 moins 1, 5 moins 2, ça vaut 3. Finalement, on a nos valeurs là. Donc a égale 2, b égale moins 1, c égale 3. J'ai trouvé les valeurs qu'on me demandait de trouver. Troisième question, il y a un petit piège. On me demande d'étudier le signe de la fonction f sur son ensemble de définitions. Alors évidemment, 9 fois sur 10, quand on vous pose une question qui vous fait écrire autrement la fonction f, c'est cette nouvelle expression qu'il faut étudier et utiliser pour la question d'après. Sauf que ici, on nous demande d'étudier le signe. Et malheureusement pour nous, enfin malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, enfin bref, c'est comme ça, la fonction f telle qu'on l'a écrite à la question b, le fait de trouver ce petit a, ce petit b, ce petit c, eh bien, ça nous écrit f comme étant une somme. Et les sommes, c'est pas pratique, mais alors pas du tout, pour étudier un signe. Pour le coup, c'est l'expression de départ de la fonction f qui permet facilement l'étude de signes. Pour étudier le signe d'un quotient, on va étudier le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Donc pour le numérateur, on va étudier le signe de 5x carré moins 3x plus 1. Le dénominateur, on l'a déjà factorisé pour répondre à la première question, c'est déjà que c'est x carré multiplié par x moins 1. Donc lui, je ne vais pas faire d'étude particulière, je mettrai directement dans le tableau. Mais pour le signe de ce trinôme du second degré, eh bien, c'est une étude de second degré, donc je vais calculer delta. Moins 3 au carré, donc ça nous fait 9, moins 4 fois 5, 20, 20 fois 1, 20, ce qui nous fait moins 11. C'est clairement négatif, donc un signe super simple à étudier. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Donc on va avoir x, on va avoir moins l'infini, on va avoir, on a trouvé 0 et 1, si je ne dis pas de bêtises, on a plus l'infini.
on aura le signe du numérateur. Alors je vais l'écrire comme ça, mais comme c'est positif, on pourrait même ne pas le mettre. Ensuite, même chose, c'est positif, donc on pourrait pas le mettre, on pourrait ne pas le mettre non plus, mais je vais l'écrire quand même. Et puis ici, le signe de x-1, lui, il va changer de signe. Voilà, et il nous reste le signe de f de x. Hop, hop. Alors en ce qui concerne les valeurs interdites, on peut les mettre depuis le départ, ou alors se contenter de les mettre juste pour f de x, puisque 5x carré moins 3x plus 1 n'a pas de valeur interdite, donc on peut les mettre ou pas, c'est pas un souci. Donc ça, on a dit que c'était toujours positif, puisque ça ne changeait pas de signe, et que le coefficient était égal à 5, donc positif. Le x carré, on a ce signe-là, ça annule en 0. Le x moins 1, c'est une fonction affine, tout ce qu'il y a de simple et classique, elle est négative avant sa racine, donc avant 1, et positive après. Quand je dis la fonction, je ne devrais pas parler de racine, puisque c'est le polynôme qui a des racines. Ensuite, on fait notre produit, notre quotient, donc ici on aura moins, ici on aura moins, ici on aura plus. Donc voilà l'étude du signe de la fonction f que l'on pourrait faire même sans avoir fait la question B. Question 4. Une question qui doit aller assez vite. E est un ensemble, A et B deux sous-ensembles de E. On nous demande de simplifier A inter B bar, et ici avec une barre. Bon. Ici, déjà, alors, on peut ne pas les mettre puisque l'intersection, on a dit qu'elle était associative, mais je peux les rajouter ici, et je vais utiliser les lois de De Morgan pour simplifier cette ce premier complémentaire. Donc j'aurai A inter, et les lois de De Morgan nous disent que le complémentaire d'une intersection, eh bien, c'est la réunion des complémentaires. Donc ici, j'aurai A bar, union, B bar, bar, c'est-à-dire B. Hein. Donc on aura A inter, A bar, union B. Et ensuite, je vais distribuer l'intersection sur la réunion. Donc j'aurai A inter, A bar, union, A, pardon, excusez, oui, non, c'est bien ça, c'est A inter B. Ça marche bien dans ce sens-là. A inter A bar, l'intersection d'un ensemble et de son complémentaire, ils n'ont pas d'éléments en commun. Donc c'est vide. Vide union A inter B. Et le vide que je réunis avec n'importe quoi, c'est comme si je faisais rien. Hein. Donc ça, c'est A inter B. Donc finalement, A inter B bar bar, c'est la même chose que A inter B. Cette question 4 est terminée. Question 5. 3 petites questions. E est un ensemble, A et B sont deux sous-ensembles de E. On suppose que A union B est égal à E et on nous demande de démontrer que A bar est inclus dans B. Pour démontrer une inclusion, eh bien c'est toujours la même chose. Je me donne X, un élément de A bar. Et il va falloir que je démontre que X est aussi dans B. Or, on sait que A union B est égal à E. Quand je dis que X est dans A bar, qu'est-ce que je dis là-dedans? Je dis que X n'appartient pas à A. Donc X appartient à A bar, donc X n'appartient pas à A, mais forcément, comme X est dans E, X appartient à A union B, puisqu'on a donné comme supposition que E était égal à A union B. À quelles conditions est-ce qu'un élément est dans A union B? Eh bien, on a alors X appartient à A ou X appartient à B. Mais, comme X n'appartient pas à A, eh bien, on a forcément le fait que X appartient à B. Ça, c'est important. Ce que l'on vient de montrer, c'est que tout X appartenant à A bar est aussi dans B. Conclusion,
tout l'ensemble A bar est inclus dans l'ensemble B. Question d'après. Cette fois, on suppose le contraire. Donc, on suppose que A bar est inclus dans B et on nous demande de montrer que A union B est égal à l'ensemble E. Trivialement, comme A est inclus dans E, B est inclus dans E, alors A union B est inclus dans E. Et on va montrer l'autre inclusion. En fait, on procède par double inclusion. Montrons que E est inclus dans A union B. Qu'est-ce que je dois faire pour démontrer ça? Je prends X appartenant à E. Bon. Il peut se passer deux choses. On a alors deux possibilités. La première, c'est X appartient à A. Dans ce cas, si X appartient à A, eh bien X appartient à A union B. Et c'est terminé. Mais il se peut que X n'appartienne pas à A. Donc la deuxième possibilité, c'est X appartient à A bar. Et il n'y en a pas d'autre. Puisqu'un élément, soit il est dans un ensemble, soit il est dans son complémentaire. Donc si X appartient à A bar, c'est là qu'on va utiliser notre hypothèse. Comme A bar est inclus dans B, eh bien on a forcément X appartient à B. Mais comme X appartient à B, donc X appartient à A union B. Dans tous les cas, X appartient à A union B. Et donc on a bien ce que l'on voulait. Ici, E est inclus dans A union B. A union B inclus dans E inclus dans A union B. On a bien l'égalité. Question d'après, qu'est-ce qu'on a prouvé en fait? On a prouvé que si jamais on avait A union B qui était égal à E, alors on avait également A bar inclus dans B. Mais on a prouvé aussi l'implication réciproque, c'est-à-dire que si jamais A bar est inclus dans B, A union B est égal à E. On a prouvé la chose suivante. On a prouvé en fait une équivalence, à savoir que A union B est égal à E équivaut à A bar inclus dans B. Voilà ce que nous amène à conclure les questions 5A et 5B. Question 6. A, c'est l'ensemble 1, 2, 3, 5, et on nous demande de déterminer P de A. Donc P de A, c'est l'ensemble des parties de l'ensemble A. La première, c'est vide. Ensuite, on a tous les éléments de A qui ont un seul élément, tous les singletons. 1, 2, 3, 5. Ensuite, on va avoir tous les ensembles à deux éléments. Donc 1, 2. 1, 3. Alors il y en a beaucoup, il ne faut pas les oublier. 1, 5. Ensuite, on va avoir 2, 3. On va avoir 2, 5. Et puis on aura 3, 5. Ensuite, on va avoir les ensembles à trois éléments. Donc on va avoir 1, 2, 3. 1, 2, 5. Et on aura 2, 3, 5. Et puis il nous en manque un, c'est l'ensemble qui a 4 éléments. 1, 2, 3, 5. Et ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai l'impression que j'en oubliais un. Je les recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il en manque bien un, puisqu'on devrait en avoir 16. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié 1, 2, 3, 5. Les éléments les singletons sont bons. Ensuite, 1, 2, 1, 3, 1, 5.
J'ai oublié, non c'est bon, 2, 3, 2, 5, 3, 5, ça marche. Ce avec 3 éléments. 1, 2, 3. 1, 2, 5. J'ai oublié 1, 3, 5. Donc 1, 3, 5 ici. Et 1, 2, 3, 5. Quand il y en a beaucoup, on a tendance à en oublier. Voilà notre ensemble P2A. Question 7. Une question qui peut paraître difficile, mais qui en fait ne l'est pas du tout. On nous donne une fonction qui est définie par un tableau, donc une fonction f qui va de l'ensemble 0,12 dans 0,12, alors l'ensemble d'entiers, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 12, dans le même ensemble. La première question qu'on nous pose, c'est f est-elle injective? Qu'est-ce que c'est qu'une fonction injective? Eh bien, c'est une fonction qui vérifie une propriété très simple. Deux éléments distincts de l'ensemble de départ ne peuvent pas avoir la même image. Je regarde mon tableau, eh bien, aucune valeur de x, il n'y a que des images différentes. Donc toutes les images sont différentes. Donc f est injective. Est-ce que f est surjective? Comment je peux savoir ça? Une fonction surjective, on va dire qu'elle est surjective, si tout élément de l'ensemble d'arrivée est atteint, c'est-à-dire si tout élément de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent, et là il me suffit de regarder mon tableau, est-ce que j'ai tous les éléments de 0 à 12? Ben oui, je les ai tous. Donc ici, f est également surjective. Tout élément de l'ensemble 0,12 est atteint. La fonction est-elle bijective? Ben là, c'est vraiment simple. F est injective, F est surjective, donc F est bijective. Dernière question de ce premier exercice, et on en arrêtera là. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, 2 puissance n est supérieur à n. Donc, je commence ma récurrence comme habituellement. On pose Pn, la proposition qui dépend de n suivante, eh bien, qui est 2 puissance n supérieur à n. On va initialiser. Pour quelle valeur est-ce qu'on doit initialiser? C'est relativement simple, n appartenant à n, donc on va regarder ce qui se passe pour n égale 0. Montrons que P de 0 est vrai. Ben, qu'est-ce que j'ai? D'une part, j'ai 2 puissance 0 qui vaut 1. D'une part, j'ai 0. D'autre part, j'ai 0. Donc, je vais mettre ça directement comme ça, supérieur à 0. Donc, 2 puissance 0 supérieur à 0, P de 0 est vrai. Ça, c'est réglé. L'hérédité. Je me donne un entier n tel que ma proposition au rang n soit vraie. Montrons que P de n plus 1 l'est aussi. C'est-à-dire, on a donc 2 puissance n supérieur à n, et on doit montrer que 2 puissance n plus 1 est plus grand que n plus 1. Très bien, comme toujours, 2 puissance n plus 1, on l'a fait un certain nombre de fois et ça marche presque toujours comme ça avec les puissances. Je vais dire que c'est 2 puissance n multiplié par 2. Or 2 puissance n, on a dit que c'était plus grand que n. Donc ça, 2 puissance n va être 2 puissance n, pardon, multiplié par 2 puissance 1. Oui, 2 puissance n, on a dit que c'était supérieur strictement à n, donc ça va être strictement plus grand que n multiplié par 2.
Et donc 2 puissance n plus 1 est strictement plus grand que 2n, oui. Et on ne veut pas 2n, nous on veut n plus 1. Donc il faudrait que l'on justifie maintenant que 2n est strictement plus grand que n plus 1. Que 2n est strictement plus grand que n plus 1. Et ça va être vrai quand? Eh bien, c'est pas vrai pour n égale 0, malheureusement. Donc ça, c'est vrai uniquement pour n strictement positif. Ce qui veut dire qu'il faudrait que l'on pousse notre initialisation un tout petit peu plus loin. Il faudrait qu'on regarde ce qui se passe pour n égale 1. Pour n égale 1, ça va fonctionner aussi, hein, pas de souci. Bref, ici, dès lors que n est strictement plus grand que 1, eh bien 2n va être plus grand que n plus 1. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Si. Donc, ici, pourquoi est-ce que 2n est strictement plus grand que n plus 1? Ce qui revient à dire que n est strictement plus grand que 1. Tout simplement. Alors, je suis en train de me dire... Oui, ça fonctionne très bien. Donc, pour n strictement plus grand que 1, p de n plus 1 est vrai. Problème, petit problème, c'est qu'on a initialisé quand au courant n égale 0. Rien ne nous empêche de vérifier que p de 1 est vrai. Hein. Même on peut vérifier que p de 2 est vrai, puisqu'ici c'est strictement plus grand que 1. Donc p de 1 est vrai, donc 2 puissance 1 est supérieur à 1. 2 puissance 1, ça fait 2. On peut même vérifier que p de 2 est vrai. 2 puissance 2, ça nous fait 4, c'est plus grand que 2. Donc conclusion de cette hérédité, synthèse si vous voulez, pour tout n appartenant à n strictement plus grand que 1, p de n implique p de n plus 1. Conclusion. On a dit que p de 0, p de 1 et p de 2 sont vrais. On a dit que pour tout n appartenant à n strictement plus grand que 1, alors p de n implique p de n plus 1. Par récurrence. A priori, c'est pour tout n strictement plus grand que 1, mais on a vérifié que ça fonctionnait aussi avant. Pour tout n appartenant à n, p de n vrai. En d'autres termes, pour tout n appartenant à n, 2 puissance n est strictement plus grand que n. Et voilà qui conclut ce premier exercice.